Si de tels pouvoirs tu détiens, pourquoi chercher à fuir? Allez, Tom, finissons comme nous avons commencé. Ensemble! Le roi Théoden fait face seul. Non, pas seul. C'est un pot de cartes. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steven qui vous accueille. Je suis avec Momo. Donc cette fois-ci, nous sommes que tous les deux. Voilà, Matou ne sera pas présente pour celui-ci et nous n'avons pas de guest non plus pour le moment, mais voilà, ça viendra. Donc on va s'occuper cette fois-ci d'un très très grand film qui est donc un film du grand réalisateur Charlie Chaplin, qui s'appelle donc Le Dictateur, sorti en 1940, donc une comédie. Pour info aussi, c'est très important. Alors, j'avoue que je serai pas objectif pendant ce podcast puisque j'adore Charlie Chaplin, c'est mon réalisateur préféré. Il faut savoir que Chaplin, il est réalisateur, compositeur, acteur, producteur. Il faisait tout de A à Z. Beaucoup de casquettes, hein. Voilà. Donc, voilà, bon, on en reparlera. Pour info, par contre, c'est très important puisque dans sa filmo, c'est son premier film véritablement Parole, ouais, voilà. Exactement. Parce qu'il faut avoir en tête une anecdote qui est très connue, c'est que Charlie Chaplin, pour le coup, il n'a pas été effectivement très lucide sur le parlant, puisque lui il considérait que les films parlants n'auraient jamais d'avenir. Parce que lui, il vient du monde du mime, en fait. Voilà. Il me semble aussi qu'il avait aussi conscience de tuer aussi son personnage, apparemment. De tuer, entre guillemets, son personnage qui ne parlait pas à la base. Du coup, il avait pour lui un peu le sentiment de briser un peu ça. Oui, Charlot. Ouais. Oui, le personnage de Charlot, tout à fait. Oui. Mais bon, il a effectivement changé d'avis, heureusement d'ailleurs, puisque donc son film sur... alors, il faut savoir aussi, c'est pas n'importe quel film, hein. Je vais pas mal en parler, puisque c'est un film contre le nazisme. C'est un film vraiment de contre-propagande nazie. D'ailleurs, il a été beaucoup critiqué aux États-Unis, puisque le film... Ouais, j'ai vu ça. Le film est américain, même si Charles Chaplin est anglais, mais le film a été tourné aux États-Unis. Il faut savoir qu'il est sorti alors attention, il est sorti 15 octobre. Il n'est sorti pas au même moment dans tous les pays. 1940, moi j'ai retenu 15 octobre 1940. Effectivement, mais par exemple en France, il est sorti en 1945. Ah ouais, quand même. Pourquoi ? Puisque la France tout simplement était sous occupation nazie, et donc ce n'est qu'après la libération que le film a pu sortir. En 1945, il a été censuré jusqu'à la libération. En plus de ce que j'ai pu aussi trouver dans des petites recherches, apparemment beaucoup de personnes reprochaient donc à Charlie Chaplin de faire de la politique, tandis que d'autres du coup saluaient la première grande satire frontale du coup d'Hitler par une star mondiale en fait entre guillemets. Ah tout à fait. Donc il a pas eu les meilleurs, au début en tout cas les meilleurs retours. Mais c'est même pire, c'est qu'il a eu un accueil vraiment déplorable aux États-Unis, parce qu'il faut pas oublier que donc là c'est sorti en 40, donc ils l'ont tourné un peu avant, mais en fait les États-Unis ont été ce qu'on appelle isolationnistes, c'est-à-dire qu'en fait ils ne voulaient pas entrer. Là on parle de la Seconde Guerre mondiale, hein, contrairement à ce qu'on entend souvent encore aujourd'hui. Non, ils sont rentrés en réalité fin 1941 dans la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'à là, ils étaient isolationnistes. Il faut savoir aussi que le film a été très mal perçu parce que il est contre l'antisémitisme, puisqu'il est anti-nazi, donc il est contre l'antisémitisme. Mais à l'époque, l'antisémitisme est très puissant aux États-Unis. Donc en fait, ça n'a pas forcément plu non plus à une partie du public américain qui était clairement antisémite en fait. Donc c'était très courageux de la part de Charles Chaplin. Déjà, tu vois, là, on voit déjà que il y a eu quand même pas mal de petits soucis entre guillemets après le film, après sa sortie. Il y en a eu aussi pendant, même avant, notamment qu'il y avait des diplomates allemands et britanniques donc aux États-Unis qui s'étaient donc irrités du projet. Et Chaplin, lui, se retrouvait un peu ciblé ciblé dans un climat de suspicion de la commission des activités anti-américaines en fait. Donc même avant, en fait, c'était un peu chaud pour le projet. Ah, tout à fait. Et en fait, il faut savoir aussi que, on en reparlera, mais tu sais, le fameux grand discours qu'il fait à la fin, que j'aime énormément, en fait, il a été assimilé à un discours communiste. Et aux États-Unis, les communistes, clairement, c'était pas forcément bien vu, ouais. Par contre, mine de rien, 1941, donc un an après sa sortie, il a eu 5 nominations, effectivement, comme tu le disais, aux Oscars, mais aucune récompense. Voilà, est-ce que c'est fait exprès ? Moi, je pense que c'est lié. Je pense aussi, pour le coup. Clairement. Faut pas oublier aussi, pour donner des éléments de contexte, puisque je parlais de la suspicion communiste à son égard, qu'en fait, il a été en 1952
alors que c'était une star mondiale, Charles Chaplin. En 1952, il part dans sa patrie d'origine qui est l'Angleterre, et il ne pourra jamais revenir aux États-Unis puisque son visa américain a été révoqué. Pas en Suisse, il me semble, non? Et du coup, il va effectivement s'installer à Vevey en Suisse. Et il restera jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. Ce qui est quand même hallucinant parce que. Pourtant, c'est une icône, hein, c'est une icône, c'était une star ultra mondiale, une star américaine, et sans le prévenir. En plus, c'est ça, c'est beaucoup de traîtres. C'est qu'il part tout simplement avec une partie de sa famille, pas tous d'ailleurs, et en 52, il peut même pas revenir tout simplement chez lui. Il était même pas au courant, en fait, qu'il ne pouvait plus revenir aux États-Unis. Donc c'est quand même assez violent, je trouve. Pour info aussi, puisqu'on parle des sorties, donc le film, je rappelle, 1940, il sort en Allemagne, tu sais à quelle année? 1958. Bon, c'est logique. L'Allemagne, ce sont les perdants de la Seconde Guerre mondiale. Mais moi, je pensais pas que ce serait à ce point. Il sort en 58, en fait, en Allemagne. Pour info aussi, puisque c'est un film anti-nazi et anti-Hitler, on dit souvent que Hitler a visionné, en fait, dans une séance privée, le film. Et qu'il s'est énervé. Ouais, ça m'étonne pas. Il est tellement humilié, en fait, à travers Chaplin. Il est plus qu'humilié. Ça, j'ai adoré. Et figure-toi qu'on dit aussi, je sais pas si c'est historique, que Hitler a accusé Chaplin donc d'être un juif. Ce qui est complètement faux. Oui. Il vient d'une famille chrétienne anglaise, et beaucoup de gens en réalité qui avaient à l'époque des sortes de préjugés antisémites en fait croyaient, et même encore maintenant on trouve, moi quand j'échange avec des gens, quand je parle de Chaplin, certains encore croient qu'il était juif en fait à cause de ces préjugés de l'époque antisémite. Et lui, il avait répondu justement à cela en disant mais il n'y a pas besoin d'être juif pour condamner en fait les injustices et le racisme du nazisme. En fait. D'accord. Du coup, moi, je commencerai par les premières images, peut-être. Okay. Alors moi, clairement, moi, j'adore, puisque avant même qu'on commence, on a un texte qui nous dit « Toute ressemblance entre le barbier juif et le dictateur n'est que fortuite ». Donc ça, c'est quand même très drôle aussi, d'avoir associé la ressemblance physique, puisque c'est le même acteur, bien sûr, entre un simple barbier juif du ghetto, on précise, avec le dictateur Hinkel dans le film, qui est bien sûr Hitler. Voilà. Donc c'est quand même assez drôle. Moi, tu vois, déjà, je pense maintenant à force on me connaît, mais j'aime beaucoup quand je regarde un film que ça commence avec quelque chose de fort. Et j'ai vraiment besoin de ça pour vraiment me mettre dans le film, dans l'histoire. Et là, j'ai vraiment été servi pour le coup parce que forcément on commence du coup avec une scène de combat, du coup donc sur les tranchées, du coup et du coup avec de l'humour directement. Où c'est Chaplin du coup qui doit lancer en fait un missile et finalement en fait il se rate. On précise aussi que attention, c'est pas de la même guerre qu'on parle, c'est que là c'est la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale. Les tranchées. Là on est en 1918. Voilà, c'est ça. Entre 14 et 18. Et donc c'est pas la seconde avec. Exactement. Et du coup j'ai vraiment bien aimé. Il fait un mouvement assez drôle où il tourne. Exactement. À chaque fois, il tourne autour du coup donc du missile du coup qui le suit en fait à chaque mouvement, et la musique du coup qui est pour moi toujours présente dans ces films suit en fait aussi et part en fait à son rythme. Et j'ai remarqué qu'elle est vraiment souvent, notamment dans la scène du coup du barbier où il rase quelqu'un alors qu'il n'a pas de barbe. Rien que ça c'est drôle. Immense scène. J'adore en fait. Du coup il rase donc l'un des personnages mais avec une allure identique à la musique. Lorsque la musique prend un crescendo, il s'en sert du coup pour nettoyer vite son rasoir et après il reprend tranquillement pour glisser. J'adore. On conseille vraiment à nos auditeurs, il faut regarder sur YouTube. Vous mettez Chaplin, dictateur, barbier, et je pense que vous allez trouver la scène, elle est magnifique. Tu vois, elle est presque iconique que celle où il a les patins dans un autre film, genre plus dans les temps modernes. Dans les temps modernes. Ouais. Les deux, franchement, pour moi, c'est les deux plus grandes scènes de Chaplin. En fait, en réalité, il y en a plein des scènes iconiques. Moi, je pense dans les temps modernes, tu sais, la fameuse scène où il est sur le travail à la chaîne, il visse les plombs. Oui. Il visse les boulons, voilà. Il continue encore à le faire très rapidement, voilà. Alors, les temps modernes, c'est sorti avant. Je pense qu'il s'est servi de ça lorsque il déboutonne l'un des personnages. Il s'est servi de ça parce qu'il n'arrête pas de le déboutonner. Tout et du coup, j'étais mandoré et je me suis dit, ok, ça je me rappelle, c'est par rapport à ça. Exactement. Et d'ailleurs, dans le film Le Dictateur, il y a un petit hommage au temps moderne, donc sorti en 1936, je précise, qui est, je sais pas si tu te souviens à un moment donné, quand c'est quand le dictateur Henkel s'énerve contre son proche conseiller, celui qui est fort là, qui a de l'embonpoint, et en fait, c'est parce à cause de lui, il dévale l'escalier.
puisqu'il lui met un gros coup de fesse, voilà, et il s'énerve, il lui enlève ses décorations, tu te rappelles? Mais il enlève tellement ses décorations qu'il arrive à une sorte de caleçon, on va dire, et il y a justement des sortes de... donc ce sont des gros boutons. Et là, moi, ça me rappelle justement une scène dans les temps modernes. Je pense qu'il y a un hommage. Oui, sûrement aussi. Semble. D'ailleurs, puisque tu parles des temps modernes, ça tombe bien, puisqu'on retrouve Paulette Goddard, donc l'actrice qui joue donc dans ce film. Elle est bien sûr présente puisqu'elle joue la jeune Anna du ghetto, donc qui est juive, ce qui est censé être juive. Dans la vraie vie, donc elle était également juive. Elle s'appelait Pauline Marion Lévy. Et en fait, donc elle était déjà connue puisqu'elle s'est fait connaître grâce au temps moderne. Et donc en 36, là maintenant on est au dictateur 1940, et en fait elle est devenue la femme de Charlie Chaplin, voilà, dans la vraie vie. Ils vont ensuite se séparer, voilà. Mais donc elle joue très bien aussi d'ailleurs. Ils se sont rencontrés, ils jouent très bien, ouais. Ils se sont rencontrés dans les temps modernes. Et une petite anecdote que j'ai découverte en préparant, c'est qu'en fait elle a été pressentie, puisqu'elle est devenue une icône mondiale après les temps modernes, elle a été pressentie pour être l'actrice qui jouait dans Autant n'emporte le vent, le grand chef-d'œuvre américain, j'ai oublié le réalisateur. Et en fait, malheureusement, elle n'a pas eu le rôle. Pourquoi? Pour un truc complètement, on pourrait dire débile aujourd'hui, c'est qu'en fait, comme l'Amérique est très puritaine à ce moment-là, elle n'était pas mariée avec Charlie Chaplin. Et donc, pour les gens, c'est considéré comme une faute morale. À l'époque, oui, voilà. Ce qui est très religieux. Donc, elle a raté le rôle de Scarlett O'Hara. Ce qui est quand même dommage. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé en fait avec avec cette actrice, notamment son personnage du coup d'Anne, c'est qu'elle apporte vraiment une figure, je sais pas si je veux dire ça, mais révoltatrice en fait de la femme, notamment en fait où en fait elle ne perd pas en fait son courage face en fait aux policiers allemands en fait. La preuve où lorsque les Allemands du coup vont chez le primeur et qu'ils lui balancent ses pommes de terre par terre, qu'ils lui volent carrément ses tomates, c'est elle qui dit osez en fait venir tout seul en fait. Tu vois, ne montez pas pour fuir dans un camion. Bon, après, elle se fait allumer de légumes, mais j'ai aussi beaucoup aimé la scène aussi, notamment accompagnée par la musique, où elle tape avec une poêle, du coup, les policiers. Tout à fait. Et cette scène est sur Charlie Chaplin aussi. Sur Charlie Chaplin aussi. Et du coup, là, il y a vraiment au moins 30 secondes, en fait, où il tourne, en fait, en mode un peu style bourré, avec la musique. Aussi, justement. La musique qui est présente, et pour moi, elle est vraiment top. La musique, elle est toujours bien placée, je trouve. Exactement. Et vraiment, cette scène-là, j'ai adoré. Et en fait, ça revient à ce que tu disais avant, c'est que comme Chaplin vient du mime, et comme c'est la première fois qu'il s'essaie un film parlant, en fait, lui, en réalité, il ne base pas en fait son film et la pertinence sur les dialogues. Et ça, c'est paradoxal parce que moi, j'aime beaucoup les dialogues, mais en fait, c'est sur la musique et le visuel. Ouais, j'allais dire en fait, il fait pari en fait avec la parole. Vraiment avec les gestes, je trouve. Ouais. Ça, j'ai bien aimé aussi. Et ça, c'est... Après, il est habitué, il a aussi gardé sa marque de fabrique, justement, je pense qu'il est ça aussi, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Sur le fait que tu dis qu'elle c'est une femme révoltée et qui n'accepte pas la soumission, on le voit déjà dans les temps modernes. C'est une jeune fille révoltée, en fait, tu sais, contre la pauvreté cette fois. Dans le film Les temps modernes, ils se mettent en couple. Et d'ailleurs, dans le film Le Dictateur, c'est ça, elle, qui l'attire vers lui. C'est que il est amnésique, ça on va en reparler, je pense. Et en fait, il défie les soldats nazis, et elle a jamais vu ça. Personne dans le ghetto défiait visiblement en fait les soldats nazis. Et donc, quand elle le voit faire ça, eh bien, tout de suite, elle le défend et elle se rapproche de lui, en fait. Moi, je pense que ça contribue au fait qu'elle tombe amoureuse de lui, en fait. Voilà. Donc, c'est effectivement une fille révoltée. En fait, en effet. Je sais pas ce que tu as pensé de la scène de l'avion au début où ils sont à l'envers. Il y a vraiment un moment qui m'a fait très rire, enfin beaucoup rire, pardonnez-moi, où il dit qu'est-ce que tu vois? Il dit je vois le soleil. Qu'est-ce que tu vois dans le sol? Mais oui, il est trop drôle. Je suis mort de rire. Clairement. Et en fait, après là, j'ai vu aussi une petite feinte où la caméra m'a un peu feinté pour le coup, où elle est revenue à la normale et l'eau en fait part vers le haut. Tout à fait. Du coup, en fait, ils étaient encore vers le bas. Et on le voit sur leur visage, ils sont complètement crispés parce que dans la réalité, ils ont la tête en bas. Ouais. Ça c'était bien fait du coup. Et puis il a soif, il le remet, mais j'arrive pas à boire. C'est très drôle. Ouais. J'ai vraiment mort de rire sur cette scène-là, m'a fait super Après, rire. il faut accepter effectivement le second degré, voilà, c'est un peu. Mais tu vois, j'ai vu et vraiment même ce film-là, pour moi, il vit encore trop bien en fait. Je trouve même les effets spéciaux, bon, tu vois que c'est du fond quoi. Mais je trouve que c'est tellement bien fait quand même aussi pour l'époque que limite en fait je me dis en fait c'est très beau.
Bah, en fait, moi, c'est pour ça que c'est mon réalisateur préféré, c'est que 100 ans après, c'est toujours des classiques, c'est apprécié de toutes les générations, le message est universel. C'est vrai qu'on n'a pas fait les temps modernes, mais les temps modernes, la critique de la société de consommation, je pense que c'est un truc qui est toujours pertinent aujourd'hui. La critique du nazisme, bah, on va aussi en reparler, mais la montée aujourd'hui des extrêmes droites dans le monde entier, c'est toujours pertinent. Quand on entend son discours de fin, le discours est toujours pertinent. Moi, j'ai relevé, d'ailleurs, on va peut-être en parler, mais il y a même carrément des similitudes, je trouve, avec la posture de Donald Trump sur la critique qu'il fait à l'époque, peut-être de son personnage contre Hitler. sûrement Moi, j'ai retrouvé des choses que l'on entend aujourd'hui. qui ressemblent, ouais. Ah, mais clairement, par exemple, ce qu'on en parle, sur sa critique de l'Europe. Enfin, dans le discours, il méprise l'Europe. Du coup, le personnage qui incarne Hitler dans le film. Et ben, dans la vraie vie aujourd'hui, Trump, il méprise l'Europe, les dirigeants européens, du moins la plupart. Et donc là, on fait clairement, il y a un parallèle qu'on ne peut pas ne pas faire, en fait. Et moi, clairement, il m'a fait aussi penser, on reviendra aussi dessus après, mais sur son discours de fin, où pour moi, j'avais vraiment l'impression de voir un peu Martin Luther King, en fait, vers la fin dans son discours. Oui, pas mal. Il avait un discours assez puissant, mais on reviendra aussi après dessus, du coup, Alors, pour en plus parler. Ça serait l'inverse, parce que le discours de Martin Luther King, il est postérieur au film. Du coup, oui. Ouais. Mais oui, c'est vrai, il y a... Dans sa mimique un peu, et dans sa voix surtout. Et en même temps, il y a un autre parallèle, c'est que Martin Luther King a été accusé, bon, il a été tué, mais il a été accusé d'être un communiste aussi, il faut le savoir. À l'époque, justement, aux États-Unis, où il faisait la guerre, la période que l'on appelle le macartisme, avec le nom du sénateur McCarthy. Donc il faisait la guerre aux communistes et clairement, d'ailleurs Charlie Chaplin, donc là je parle du vrai, donc de l'acteur, il a été donc son visa a été révoqué à ce titre en 1952 ans. Ou 54 du coup j'ai oublié, dans les années 50. C'est qu'en fait il a été accusé d'être un communiste et c'est pour ça qu'ils ont révoqué officiellement son visa. Donc effectivement c'est pas rien. Peut-être si alors moi j'ai un peu scindé en deux. J'ai des scènes juste, elles sont drôles, et j'ai des scènes qui sont drôles, mais il y a une pertinence derrière. Donc peut-être, à moins que tu aies un autre élément. Non, pas pour l'instant encore. Alors dans ce cas-là, passons aux scènes qui sont juste drôles. Il y en a un. Moi ça m'a fait rire. Ouais. Là on revient au tout début, Première Guerre mondiale, avec la grosse Bertha. Ouais. Alors aujourd'hui on a peut-être plus la référence, mais la grosse Bertha c'est quelque chose qui faisait très peur à l'époque, puisque c'était censé être un missile incroyablement moderne des Allemands. Et je sais pas si tu te souviens, mais au tout début, ils sont censés exploser Notre-Dame de Paris avec la grosse Bertha. Sauf que quand du coup le personnage donc du barbier qui actionne le missile, qu'est-ce qu'il détruit? Il détruit des chiottes, en fait. Il détruit une petite cabine en fait de toilettes extérieures. Donc en fait, on voit bien que là, il se moque vraiment du matériel allemand. C'est très drôle. Ça m'a fait rire. Bon alors bien sûr, il y a l'imitation de l'accent nazi, allemand nazi du coup, qui est drôlissime. En fait, ça veut rien dire ce qu'il dit, mais il le fait. Mais... En fait, il le fait. Moi, ce qui m'a vraiment fait rire, c'est du coup son premier discours où il s'étouffe. Oh là là. Ça, j'étais mort de rire. Ah, clairement. J'ai vu ça. Et dit en fait, le mec est vraiment super drôle parce moi, par exemple, je comprenais rien à ce qu'il disait pour le coup. Je pense que personne. Voilà, tu comprends pas ce qu'il dit, mais en fait, tu te dis. En fait, il doit être tellement sérieux et puissant dedans en fait que ça devient en fait limite drôle. Ah, mais en fait, c'est comme s'il avait inventé un langage. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, moi, je retrouve ce langage-là dans les scènes incroyablement drôles quand il est dans son palais. Et là, du coup, il utilise, parce que c'est censé être la langue allemande, entre guillemets, mais nazie. Et c'est très drôle parce que, en plus, je sais pas si t'as fait attention, mais il utilise des tons très adaptés par rapport, par exemple, quand il fait une situation, la lettre, et c'est très drôle, cette imitation d'un situation, ouais. Voilà. Bon, on a parlé quand, oui. Juste avant de poursuivre, du coup, à ce qu'on poursuit, il y avait aussi vu qu'on est un peu dans les scènes vraiment drôles, il y avait une transition de fumée et du coup Chaplin se retrouve avec l'ennemi. Il remarque juste après Français, en fait. Ouais. Il commence après à courir. Ça je sais pas parce que même moi je me suis dit attends mais là du coup il est ça déroule toujours, il est encore avec ses alliés entre guillemets et après tu vois en fait que pas du tout, ça en fait, il se retrouve avec des Français et il peut se faire tuer. Ouais, c'est ça. Et ça je sais pas si tu sais, ça renvoie alors je sais pas si c'est fait exprès, ça renvoie à un fait historique. Ah ouais. C'est qu'en fait, à la Première Guerre mondiale, donc dans l'armée française, je précise, en fait, donc les Français, ils étaient bien sûr ensemble, mais comme ils venaient de régions différentes de la France, par exemple, imagine-toi un soldat français marseillais qui rencontre un Alsacien, qui rencontre un Breton, en fait, des fois, le français est tellement éloigné que parfois les uns entre eux pensaient que leurs camarades français étaient des Allemands. Et donc, c'est déjà arrivé qu'ils s'entretuaient à cause de ça.
parce que le français n'était pas encore à ce point unifié, qui fait que certains croyaient que les autres étaient des Allemands. En fait. Donc là, je sais pas si c'est fait exprès, mais ça renvoie à quelque chose d'historique en fait. Moi, j'ai relevé autre chose. Grosse pertinence d'avoir utilisé le personnage du barbier juif qui est amnésique, donc il se retrouve dans une société qui a changé, mais lui, en fait, n'a pas changé. Il pense que tout le monde est correct, etc. Sauf qu'il se retrouve dans le ghetto avec des soldats antisémites qui lui écrivent Jews sur son échoppe, qui le tabassent alors qu'il a rien fait, lui il comprend pas. Mais en fait, c'est lui qui est resté normal. C'est eux qui sont devenus fous et haineux. En fait, ça, je trouvais ça très beau. Et je sais pas si tu te souviens, mais quand il se fait sauver la vie par le commandant, j'ai oublié son nom, Schultz, je crois. Ouais. Je sais plus. En fait, il lui dit mais c'est fou parce qu'il lui a sauvé la vie parce que tout simplement lui-même lui avait sauvé la vie dans la Première Guerre mondiale. Donc en fait, le barbier juif est un héros de guerre en réalité qui se fait molester par les soldats nazis. Et donc le commandant sauve la vie puisqu'il allait se faire le barbier allait se faire pendre et il vient le voir et dit mais je pensais que tu étais arien en fait. Je sais pas si tu te souviens de la réplique. En fait du barbier. Je vois la scène mais je vois pas la réplique. Non, en fait je suis végétarien. Ah oui, c'est vrai, je suis drôle, je m'en donne. Non mais c'est drôle. Je veux dire, il est complètement, en fait lui il est pas à l'ouest en fait. C'est les autres qui sont devenus racistes et complètement délirants en fait. Je suis d'accord. Je trouvais ça génial. Alors j'ai d'autres exemples de comiques de situation. Moi j'ai adoré, donc tu as fait allusion tout à l'heure à la très belle scène avec Anna justement. En fait, où au départ, ça vient d'ailleurs, l'idée vient d'un personnage qui lui dit mais tu devrais aussi accueillir dans ton salon des femmes. Oui. Il dit oui mais j'ai pas l'expérience. Il dit utilise Anna, regarde, tu vois, en fait, elle est moche, elle est sale et tout, tu vas te faire la main sur elle. En plus, tu te souviens, elle parle beaucoup pendant le. Elle parle beaucoup. Voilà. Elle dit mais moi je suis très tête en l'air et tout. Sauf que pendant qu'elle dit ça, lui. Il lui met de la mousse à raser en fait sur le visage. Rasé comme si c'était un homme. Et elle dit oui mais les mecs aussi qui sont un peu à l'ouest c'est très beau aussi, m'attirent exactement. Et ils se rencontrent tous les deux au même moment de ce qu'il a fait et j'ai trouvé ça très romantique et très beau cette scène je trouve. Même en plus il rigolait un peu en mode mais je vais exprès en fait. Et en fait c'est lui qui était étourdi en réalité. Voilà, je trouvais ça très beau. Alors bon, du coup, on peut pas ne pas en parler, les scènes du palais, bon, elles sont incroyables. Elles sont bien. Mais il y en a au moins 25 là-dedans, qui sont très drôles. Tu te rappelles, chaque minute, chaque seconde est rationalisée. Tu sais, il est en train de faire un truc, puis après il passe dans une salle où on lui tire le portrait. Ouais. Oui, ça se fait mort de rire. Il est dérangé toutes les 3 secondes. Et en plus, tu vois le peintre et l'autre qui sont vraiment saoulés. Il lève les mains. En fait, il reste 3 secondes, après il repart. Il revient, il repart. En fait, ils peuvent pas faire son portrait parce que toutes les 3 secondes, le dictateur est demandé quelque part. Et où tu te rappelles aussi à chaque fois, il est dérangé par son proche conseiller. Tu dis, regarde, on a inventé, en fait, une invention incroyable et tout. Il fait, ok, je t'accorde 1 minute. Et après, il y va. En fait, à chaque fois, c'est quelqu'un qui a une invention, il se fait tuer dans son invention. Voici un parachute portable. En fait, le parachute est dans le chapeau. Du coup, le gars, il saute dans le vide, il meurt. Et du coup, le dictateur lui dit mais pourquoi tu me fais perdre mon temps? Il en a rien à foutre que le gars soit mort en fait. Ou alors tu te rappelles, c'était un gilet pare-balles en soie, le plus léger du monde. Ok, on va le tester. Le dictateur il tire une balle, le gars il meurt. Ok, pourquoi tu me fais perdre mon temps? Mais tu vois, je trouve que en tant que réalisateur, il a bien joué un peu sur le fait en fait de toujours nous faire croire le contraire. En fait, par exemple, du coup, lorsque le personnage saute pour nous montrer en fait que son truc en fait sert à rien, la caméra s'approche comme si il allait remonter. Oui, en fait, pas du tout. En fait, du coup, il remonte pas du tout. Tu t'as remarqué, il y a aucun son. Oui, du coup, moi, je me suis dit, ok, c'est très drôle. Il va remonter. Et pas du tout en fait. Vraiment, il joue aussi beaucoup sur ça et je trouve ça vraiment drôle pour le coup. Et puis quand il lui tire dessus, c'est censé être un gilet pare-balles, le gars il tombe raide d'un coup, tu sais. C'était excellentissime. Vraiment que, il a vraiment il y a vraiment de bonnes scènes en situation comique, je trouve. Super drôle. Mais il y en a tellement, en fait. Ah, mais vraiment là, incalculable. Et encore, j'ai même pas encore tout mis. Bon, il y a aussi une scène qui est, cette fois-ci, qui est pas du registre humoristique, mais qui est un peu, en fait, qui dénonce la mégalomanie d'Hitler, mais en lui mettant une touche artistique. Tu te rappelles, quand il joue, il s'amuse, c'est une scène mythique, ça. Avec le ballon sous forme de planisphère terrestre. Ouais. Tu sais, il le lance dans l'air, je suis l'empereur du monde. Ouais. Mais là, c'est artistique. Il le fait, comme si c'était un danseur étoile, en fait. C'est très beau, je trouve. Mais en même temps, c'est terrifiant, parce que il est mégalomane, en fait, il veut contrôler le monde. Le monde, ouais, c'est ça, exactement. Bon, il y a le gag avec la secrétaire, quand il lui dicte une longue phrase,
Et elle, bah, elle tape un mot et c'est réglé. Puis après, il lui dicte un mot et elle tape genre 5000 lignes. Il a en plus, aucune cohérence. Il a vraiment un jeu d'expression du visage en fait où il est vraiment en fait saoulé lui aussi en fait par rapport à ça. C'est clair. C'est très drôle. Et puis tu te rappelles, à chaque fois, il y a ce putain de stylo qui est accroché à la base. Il arrive pas à le retirer. Et en fait, ça l'énerve profondément et il pète un plomb, mais c'est drôlissime. C'est juste incroyable. Bon, j'en ai d'autres. De toute façon, je crois qu'on en a oublié. Ouais, il y en a tellement, j'ai même pas tout noté. Tu te rappelles les scènes où, et ça, il paraît, c'est historique, où il rencontre le dictateur italien Mussolini, donc fasciste. Il faut savoir, ça c'est historique, en fait, au départ, c'était l'inverse. C'était Hitler qui était effectivement admirateur de Mussolini, et après, ça s'est inversé, en fait. C'est Mussolini qui a commencé à s'inspirer d'Hitler, en fait. Okay. Et ça, effectivement, apparemment, c'est historique. Mais quand il le rend, mais c'est drôlissime, quand il le reçoit. Donc Hitler reçoit Mussolini, enfin Henkel reçoit, je sais plus comment il s'appelle, il lui a donné un nom de macaroni, je crois, je sais plus, puisqu'il est censé être italien, hein, donc il n'a pas la même culture, et c'est très drôle parce que t'as vu quand il arrive, le dictateur italien, bah comme il est censé être méditerranéen, il fait des grands gestes, il le tape dans le dos, donc l'autre en fait à chaque fois qu'il lui tape dans le dos, bah il décolle de 3 mètres, c'est vraiment drôlissime. Et à chaque fois, tout le dispositif est fait pour que Hitler soit supérieur à Mussolini, mais il n'y arrive pas, parce qu'à chaque fois, c'est lui qui prend l'ascendant. Mais il se fout vraiment de lui, en fait, là, vraiment dans ce film, pour le coup. Bah, des deux, de toute façon. Clairement, ouais, c'est ça. Tu te rappelles aussi quand ils s'embrouillent dans une salle, en fait, en s'envoyant de la nourriture, c'est drôlissime. Et il y a vraiment aussi cette scène aussi, moi, qui m'a fait rêver, encore une fois, il y en a tellement beaucoup. La scène du serrage de main, en fait, où ils arrivent pas, en fait, à se serrer la main. Oui, elle revient à chaque fois. Ça la me fait super rire. Et même si elle revient plusieurs fois, tu vois, elle me fait toujours, en fait, aussi rire. Ou tu te rappelles à un moment donné, quand il s'étouffe avec du piment, avec de la moutarde très forte. Ah, je sais pas, j'ai pas plus de cette scène. Et en fait, tous les deux sont sur le même canapé en train d'agoniser. Je sais pas, je me rappelle plus de cette scène. Bon, en fait, je pense qu'on pourra pas toutes les faire parce qu'il y en a tellement. Il y en a beaucoup trop. Moi, j'ai repéré sinon, parce qu'il y a aussi de la finesse. Par exemple, tu sais, quand ils sont dans le ghetto, et que finalement, c'est leur premier encart entre le barbier juif et Anna. Et en fait, tous les deux, c'est leur premier rendez-vous galant. Et en fait, t'as vu, ils croient être seuls. Et en fait, tout le ghetto est derrière eux. Ouais. Et quand même il dit au revoir, tout le monde répond. Au revoir. Et en fait, ils sont jamais seuls. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Parce qu'on sait que dans un petit milieu, tout le monde est au courant, il y a des ragots, des rumeurs, et ils sont tous là, en fait. Je suis d'accord. J'ai trouvé ça drôle. Ouais. Et même aussi très heureux aussi pour eux aussi, d'ailleurs, je pense. Et bon, j'ai repéré aussi une autre scène mais ça, on retrouve chez Chaplin, il y en a beaucoup, où il se moque de la bassesse humaine. Tu te rappelles quand le commandant Schultz, qui du coup a été déchu de son titre de supérieur nazi par le dictateur, il se retrouve du coup à être caché, c'est assez drôle, dans le ghetto. Alors que lui, il est allemand, censé être un nazi, hein. Donc il est caché dans le ghetto. Et je sais pas si tu te souviens, mais le commandant élabore tout un truc pour assassiner le dictateur. Et en fait, il dit, voilà, il faut que l'un d'entre vous se sacrifie. Et il dit, moi, je peux pas prendre part au sacrifice parce que tout le monde me connaît. Et donc, tu te rappelles, ils sont en train de déguster chacun une pâtisserie. Oui. Il y a une pièce. Qui est censée être mise dans une pâtisserie au hasard. Et du coup, le personnage de Chaplin, en a 45. Il les met dans la poche en plus. Parce que chacun ne veut pas trouver la pièce et donc on refile au personnage donc du barbier la pièce et lui il est obligé de les avaler en fait pour éviter d'être pris. Je trouve ça très. Ce qui est drôle après là, c'est qu'il les met en fait dans sa poche en fait juste après quoi. Ça c'est drôle. Oui, c'est vrai en plus. Trop drôle ça. C'est vrai, j'avais oublié ça. Mais en fait, ce qui est fort avec Chaplin, c'est qu'il y a toujours aussi de l'intelligence. C'est que les gags ils disent quelque chose. Moi, par exemple, tu sais, tout à l'heure, on parlait de Première Guerre mondiale. Tu te rappelles ce passage où tu as parlé de la bombe qu'il faut désamorcer. T'as vu, il y a un gradé qui donne un ordre à celui qui est après lui. Et lui te redonne encore un ordre. Voilà. En fait, derrière, on voit aussi la critique qu'on retrouve chez Chaplin. C'est que les gens qui sont les plus gradés, ils délaissent les tâches ingrates aux gens qui sont plus faibles. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, il y a toujours quelque chose derrière, en fait. Bon, après, en fait, il y aurait tellement de choses. Il y a un truc qui est très fort sur le plan historique. Est-ce que tu te rappelles quand le dictateur, du coup, donc fait son discours et il critique donc les Européens, j'en ai parlé juste avant, mais est-ce que tu te rappelles du passage où on sent en fait, on comprend pas ce qu'il dit parce que c'est dans son langage, mais on sent que c'est contre les Juifs.
Et en fait, là, il devient très violent quand il parle des Juifs. On comprend que c'est eux. Et je sais pas si tu te souviens, mais comme c'est censé être en allemand, et comme son discours, il est retransmis aux Européens, et notamment aux Français et aux Anglais, t'as un traducteur officiel. Et le traducteur officiel, comme il est sympathisant nazi, Il dit pas la même chose. il va pas traduire. Oui, ouais. Et je sais pas si tu te souviens, mais c'est à la fois drôle, mais en même temps flippant, c'est qu'en fait, tout le passage où le dictateur, on sent qu'il insulte les Juifs, et clairement, on a l'impression qu'il veut les exterminer, en fait. Totalement, ouais. Eh bien, comment le traducteur traduit cela? Il dit ceci, je cite, « Son Excellence vient de faire allusion aux Juifs. » Non, mais c'est drôle. C'est-à-dire qu'à la fois, il ment, parce qu'en fait, non, il n'a pas fait allusion. Il a juste parlé certainement au minimum, je sais pas moi, de les déporter ou des choses très graves, quoi. Et ça, tu sais, il se trouve que c'est historique, en fait. Ah ouais. Parce que, il faut savoir qu'en Europe, on n'a pas été aussi courageux que cela, puisqu'en réalité, à l'époque, il y avait aussi l'antisémitisme en Europe qui était très fort. Et en fait, du coup, les discours justement d'Hitler, dans la presse européenne, ils étaient euphémisés. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement à ce qu'on croit aujourd'hui, beaucoup étaient sympathisants, en fait. Parce qu'ils étaient anticommunistes, etc. Et donc on voyait Hitler pas comme celui que l'on voit aujourd'hui. Et ça a été dénoncé dans un ouvrage que je recommande à nos auditeurs, alors que je n'ai pas lu, mais du grand journaliste que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Daniel Schneiderman, qui a écrit un ouvrage, alors j'ai pas le titre ici, mais c'est facile à retrouver. Il a écrit justement sur l'année qui précède l'arrivée au pouvoir des nazis. Et il a fait justement dans son ouvrage sur l'année 1933, je crois, ouais. Il a fait une critique de la presse européenne, et notamment française. Et dans ce que j'ai compris de son livre, c'est que justement, il critiquait le manque de courage de la presse internationale, et notamment européenne, vis-à-vis du phénomène nazi. Voilà, donc je recommande vraiment, de toute façon, je recommande tous les ouvrages de Schneiderman en général. Mais tu vois, encore une fois, c'est pas anodin ce qu'il fait. Il y a souvent une part de vérité. Mais c'est bien recherché, je trouve, dans le scénario de Chaplin, pour le coup. Oui, c'est ça. Ces petites anecdotes, ces petits clins d'œil, en fait, qui lui, parfois, tournent un peu dans le sarcasme aussi. C'est très drôle. C'est pour ça que oui, ce sont des gags, mais attention, il faut... Et derrière, il y a quand même une part de réalité aussi. Derrière, il y a du fond, Ouais. Il y a du fond derrière. C'est pour ça que c'est très intéressant. Bon, après, tu te rappelles quand il y a le discours du dictateur qui est très violent, tout de suite, on voit dans le ghetto la conséquence. D'ailleurs, tu te rappelles quand ils sont dans leur premier date, on voit que le discours du dictateur, qui sont diffusés à travers les haut-parleurs, faut entendre, ouais. T'as vu, ils ont des conséquences. C'est que quand ils sont à l'extérieur, ils veulent rentrer chez eux. Donc Anna avec le barbier juif, je dis barbier juif parce que je me rappelle pas comment il s'appelle. Tu te rappelles de son prénom? Non, du tout. Je sais même pas s'il a un prénom d'ailleurs dedans. Moi, en fait, c'est que le barbier qui l'a appelé pour moi. C'est ça, en fait, en fait, il a pas de prénom. Bref. Et en fait, tu te rappelles, c'est assez drôle parce que, au fur et à mesure du discours du dictateur, eh bien, lui, et elle, ils marchent différemment dans la rue, t'as vu? Ils accélèrent un peu plus. À un moment donné, il perd son chapeau. Oui, il va chercher. De le rattraper. Mais le dictateur, il crie, et du coup, avec la musique encore en plus. Parce qu'à chaque fois, du coup, que le dictateur, du coup, crie, il y a la musique, en fait, du coup, qui est forte. Mais, tu vois, moi, ce que je vois derrière, c'est qu'il y a une pertinence. C'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a une dénonciation que le discours des puissants, il a des conséquences très directes sur les pauvres gens, en fait. C'est totalement d'accord. Et à l'époque... si t'as pas de pouvoir, oui, t'es un peu dans la sauce, en fait. C'est ça. D'ailleurs, c'est aussi hyper drôle à ce moment-là où, du coup, il passe par le trou. Parce que l'officier, en fait, veut le choper. Exactement. C'est drôle, ça aussi. Oui, c'est encore avec la musique, toujours, c'est incroyable. Exactement, bon, il y aurait tellement... en fait, moi, c'est un film que j'ai dû voir peut-être 30, 40 fois. Un peu comme Matou pour 3, quand elle l'a vu plus de 30 fois. Là, c'est pareil pour ce film. Moi, je m'en lasse pas, en fait, des films de Chaplin, en général. Il est très bon, ouais. On pourrait en citer plein, qui sont agréables à revoir encore aujourd'hui. La ruée vers l'or, Les lumières de la ville, bref, ils sont tous, pour moi, ce sont des très, très bons films. Mais même en plus, qui regardent pas beaucoup, en fait, des Chaplin, et même certainement rarement. Là, vraiment, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le regarder. Pour le coup, j'ai vraiment rigolé. Quasi pendant tout le film, il dure 1h59 exactement, il me semble. Et franchement, il n'y a pas eu un moment, en fait, où je me suis ennuyé. Et pour dire, franchement, icône, pour le coup, je comprends les gens, du coup, encore une fois. Malheureusement, on en parle un peu moins, je trouve de lui d'ailleurs. À Hollywood, notamment. On lui rend pas beaucoup hommage.
Et je pense qu'il mériterait un peu plus de reconnaissance pour ce qu'il a fait. Alors, pour info, il a eu une reconnaissance tardive. Oui, voilà. Moi, j'ai encore une image mentale. D'ailleurs, j'ai pas repéré la date de ce moment. Mais on lui a remis, du coup, aux États-Unis, où il a eu l'autorisation, cette fois-ci, bien sûr, de revenir. D'ailleurs, je crois même qu'il y a eu des excuses publiques à l'égard de Chaplin contre son bannissement. Il me semble qu'il y a eu des excuses publiques, puisqu'il a été invité, je crois que c'était à New York, si je dis pas de bêtises, mais je pourrais le revérifier. Et on lui a remis un Oscar d'honneur pour sa carrière. Donc c'était une revanche par rapport à ce qui s'est passé dans les années 50 contre lui. Voilà. Donc il a été récompensé. Parce que du coup, j'ai vu aussi, c'était pendant le Festival de Cannes, du coup, de 2025, où du coup, Tom Cruise aussi, tu vois, lui a fait un hommage aussi. Parce qu'il même lui disait, en fait, qu'il a adoré aussi le cinéma, notamment en partie grâce à Chaplin, pardon. Et notamment, du coup, cette scène un peu mythique, du coup, du patinage, en fait. Même lui disait ça. J'ai retrouvé, en même temps, du coup, tu développais cela. Ouais, c'est en 1972, en fait, qu'il a eu, on lui a fait un hommage. C'est lors de la 44e cérémonie des Oscars. Voilà. On lui a remis un Oscar d'honneur, tout simplement, pour son œuvre. Voilà, 1972, hein, quand même. Hein. Assez tard. Assez tard, quand même. Hein. Mais ouais, plus de 20 ans après, en fait. Voilà, donc on pourrait aussi ajouter. Alors, si, il faut quand même en parler. Quelques critiques, mais en fait, ce sont des critiques qui sont normales parce que vu l'époque, ils n'étaient pas au courant. En fait, les principales critiques qui sont faites contre ce film encore aujourd'hui, sur le plan historique, c'est sur sa manière de dépeindre les camps de concentration. En fait, je sais pas si tu te souviens, le personnage donc du barbier, il est enfermé avec le commandant Schultz dans des camps de travail, de concentration, on sait pas trop, ou un mélange des deux. Et en fait, on voit ces camps-là. Alors oui, il travaille, etc. Mais bon, il peut écrire des lettres. Oui, c'est tranquille entre guillemets. En fait, très clairement, par rapport à la réalité historique, c'est complètement, voilà, c'est pas du tout, ça reflète pas la réalité des camps, bien entendu. Mais il faut savoir qu'on peut pas lui en faire le reproche parce que lui, il a réalisé le film. Donc le film est sorti en 40, on le répète. Donc ça veut dire qu'il a préparé le film dans fin des années 30. Donc en fait, à l'époque, les Américains ne savaient pas à ce moment-là la réalité des camps, puisqu'on va le savoir en réalité, surtout, alors effectivement déjà pendant la Seconde Guerre mondiale, mais surtout pour les Américains un peu après, à la fin. Donc on peut pas lui faire le reproche de cela, parce que lui-même, Charlie Chaplin, d'ailleurs, il l'a reconnu, et il a reconnu effectivement cela, que s'il avait su en fait la réalité des camps de concentration, il aurait fait les choses complètement autrement. Voilà, mais il faut quand même le savoir. Tu fais bien parce que moi je pensais vraiment en fait que c'était en fait volontaire. Du coup en fait je pensais qu'il avait reçu une sorte de pression juste avant le début en mode t'as pas le droit de montrer ça, tu restes entre guillemets tranquille sur ce que tu montres. Mais du coup tu fais bien du coup de préciser ça. Non, en fait lui-même l'a dit qu'il n'était pas au courant et c'est normal, il pouvait pas le savoir. Oui, bah oui. C'est beaucoup trop tôt, voilà. Donc ça c'est quand même effectivement un élément très important. Et moi quand même je rajouterais quelque chose, une autre qui n'est pas mentionnée et que j'ai trouvé en regardant le film. Est-ce que tu te souviens quand justement de par le retour de la persécution des Juifs dans le ghetto, on voit effectivement que Anna et les habitants du ghetto pensent à partir et à se réfugier dans un pays qu'ils nomment Austerlitz. Oui. En fait, Austerlitz, c'est quoi ? C'est l'URSS. Voilà. Et en fait, là, je trouve qu'il y a une critique qu'on peut faire quand même, effectivement, c'est que l'image qui est dépeinte de l'URSS, elle est trop flatteuse. Elle est trop belle. C'est un pays de campagne. Oui. Alors que, dans la réalité, on sait que c'était beaucoup plus complexe, la réalité. Donc ça, effectivement, c'est à remettre aussi en perspective. Mais peut-être que c'est aussi l'époque. Dans les années 40, on avait une image chez certains, effectivement, d'une URSS où c'était un peu le paradis sur Terre. Voilà. Donc ça, c'est aussi effectivement une critique que l'on peut faire. Je reviens peut-être un peu avant, parce que du coup j'en ai profité pour faire une recherche, c'est que Charles Chaplin donc, est mort en 77. Donc du coup l'Oscar d'honneur, il faut bien le voir que c'était tardif. Il l'a eu 5 ans avant sa mort. Donc c'est quand même... C'était en quelle année déjà ? 72. 72, ouais. Donc c'est quand même assez tard. Très tard. Hein. Voilà. Mais bon, souvent malheureusement les pays ont du mal à reconnaître leurs torts, très souvent. Voilà. Souvent malheureusement aussi, surtout les Oscars d'honneur aussi, ça arrive souvent aussi bien après plusieurs films, notamment Tom Cruise qui lui, petite parenthèse, va recevoir du coup son Oscar d'honneur aux Oscars du coup de 2026. Ouais, tout à fait. Ce qui est assez fou quand même.
Très bien, bah, écoute, on a dit déjà effectivement beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Moi, je voulais aussi... Cours de fin peut-être, qui était oui, incroyable. Bien sûr, j'avais oublié. Tu avais raison. Discours magnifique. Discours incroyable. Alors peut-être pour nos auditeurs que l'on retrace, il faut savoir qu'il y a un truc très drôle. C'est qu'en fait, ils ont... en fait, ce qui va se passer dans le film, c'est le scénario est fait pour que le dictateur, donc qui est censé être Hitler, rencontre finalement et soit mis à la place du barbier juif. C'est-à-dire que le barbier juif devient le dictateur Hitler, il prenne sa place et Hitler devient un homme qui se fait arrêter de manière complètement arbitraire finalement, donc il subit ce que lui-même a fait subir. Il se fait arrêter alors qu'il est en train de pécher. En plus là aussi c'est très drôle puisqu'il tombe. Il se fait arrêter par des policiers. Proche de la frontière russe, parce que n'oublions pas que dans le scénario du film, Hitler décide du coup d'envahir l'Austerlitz, qui est donc l'URSS, voilà. Ça aussi c'est assez fin. Et du coup, le barbier juif, pourquoi il se retrouve là? Parce que avec le commandant Schulz, ils se retrouvent tous les deux en tenue de nazis, à vouloir entrer, à se réfugier en réalité en URSS, donc en Austerlitz. Sauf qu'en fait, ils n'y arrivent pas, parce qu'en fait, ils sont rattrapés par par l'armée allemande, qui est là pour envahir l'URSS, donc c'est très drôle, parce que finalement, du coup, donc le barbier juif devient le dictateur Heinkel, en fait. Notamment, la scène est très drôle, parce que, alors, je pense que ça doit être ici, mais tu me dis si je me trompe, où en fait, du coup, son ami, du coup, lui dit, regarde, en fait, s'ils nous suivent. Et en fait, il dit sois vraiment le plus discret entre guillemets, et vraiment il est pas du tout discret, il se retourne vraiment, il commence à dire mais en fait voilà, il nous suit vraiment, il demande est-ce qu'on peut accélérer ou pas. Bon, vraiment cette scène-là est super drôle parce que juste le fait d'être discret, bah lui ne l'est pas du tout en fait au final. Mais c'est drôle. Mais en fait clairement, et surtout que en fait il faut rappeler le truc, ils sont en tenue nazie, de grands dirigeants nazis, ils croisent des soldats nazis. Donc, le barbier juif a très peur parce que il est devant des ennemis et en fait, dès qu'il les croise, il sursaute en fait, ce qui est très drôle parce qu'il est censé être le grand dictateur qui n'a peur de personne. Donc c'est quand même très très drôle. Et finalement, il prend sa place et logiquement, comme il prend sa place, l'armée lui demande de faire un discours devant toute l'armée nazie en fait. Sauf que qu'est-ce qui va se passer? Il va pas leur faire le discours attendu et cette fois-ci, il va arrêter de parler dans un allemand nazi complètement déformé. Il va parler en anglais. Voilà, c'est sa vraie voix, effectivement. Et il va faire un discours qui est juste magnifique, en fait. Qui, encore aujourd'hui, résonne. Puisque dans son discours, il parle de fraternité humaine. Fraternité, le respect aussi des races aussi, non? Ouais, tout à fait. Aussi. Et c'est un discours antiraciste. Si on devait le transposer avec aujourd'hui, clairement, certains d'extrême droite diraient que c'est un discours woke, clairement. En fait, alors qu'aujourd'hui, en fait, pour l'époque, c'est juste un discours anti-nazi. Donc là, on voit aussi quand même que, par rapport à l'évolution des idées, il y a quelques problèmes, effectivement, dans le monde actuel. Puisque le discours, à l'époque, de Chaplin était anti-nazi et accepté par la plupart des gens qui étaient anti-nazis, alors qu'aujourd'hui un discours comme ça, il est encore militant en fait. Il est encore quelque part un peu révolutionnaire en fait, vu l'évolution politique des choses. Voilà. Donc c'est magnifique. Très belle fin en tout cas. À la fin on voit, tu te rappelles le personnage de Anna du coup qui relève la tête, puisqu'à l'époque le film est quand même aussi destiné à lutter contre l'antisémitisme. Donc là, elle représente un peu les communautés juives qui sont maltraitées en Europe principalement. Donc c'est pour ça aussi que le film est toujours été à l'époque très très engagé, puisque n'oublions pas, je l'ai dit, mais il faut le répéter, aux États-Unis, le sentiment antisémite est très très présent. Donc c'est un film qui est très osé, en fait, très audacieux pour l'époque. Voilà, écoute, je sais pas si tu veux rajouter. Non, moi pour le coup, non, là j'ai rien. Là j'ai tout dit en fait, quasi de mes notes en plus. Ouais, très bien. C'est vrai que du coup l'épisode dure un peu moins longtemps puisqu'on n'est que deux cette fois-ci. Il nous manque les éclairages historiques de Matou. Mais voilà, en tout cas, écoutez, on espère qu'on vous a transmis notre passion, amour pour Charlie Chaplin. En tout cas, on conseille vraiment ce film pour le coup. Et pas uniquement, on vous conseille tous les films de Charlie Chaplin. Du moins, je dirais, il y a alors, pour moi, pas tous. Pour moi, je trouve qu'il y a un changement. Par exemple, tu vois, les premiers Charlot, j'avoue, je suis moins fan. Parce qu'en fait, Charlie Chaplin à l'époque,
n'avait pas sa maison de production. Oui. Et donc, à partir du moment où là, il a sa propre maison de production, il est libre de faire vraiment tout ce qu'il veut faire. Exactement. Ouais. Et c'est de là que sortent tous les grands films. Il se lâche à ce moment-là, voilà, en fait. Ouais, c'est ça. Donc moi, je trouve qu'il faut regarder tous les grands classiques que l'on connaît, c'est-à-dire donc Les Lumières de la Ville, Les Temps modernes, celui-ci, Le Dictateur. Ça trop bien, Mais moi, j'aimerais bien rajouter aussi quelque chose qui est moins connu de Chaplin. C'est que Chaplin, il a un film où pour la première fois, il joue un rôle mauvais. Il joue un serial killer de femmes. Et je sais pas si vous connaissez ce film. De nom. Monsieur Verdoux. Ouais, je connais. Voilà. Il s'appuie sur un vrai criminel qui existait, qui était français, qui s'appelait Landru, et qui épousait en fait des femmes âgées, très riches. Il les épousait, il les tuait, il récupérait leur fortune. Et c'est exactement ce que fait Chaplin dans ce film, qui est très... Moi j'adore ce film, hein, je suis un fan. Sauf qu'effectivement, il joue un rôle très négatif. Mais moi, je conseille à nos auditeurs qui ne connaissent pas de le regarder. Ouais. C'est un très beau film, Monsieur Verdoux. Voilà. D'ailleurs, c'est drôle parce que Chaplin ne peut pas s'empêcher. Même dans un rôle négatif, il lui met de l'humour de situation. Ah, mais c'est sa marque, hein. Voilà. Franchement, je verrais pas un film de Chaplin sans humour, je pense. Voilà, écoutez, je pense qu'on a terminé. Désolé, moi je peux pas être objectif sur Chaplin. Pour moi, c'est le plus grand réalisateur de tous les temps. Donc pour moi, ces films sont dans ma shortlist. Moi, clairement, il faut vraiment que j'en regarde plus. Mais c'est vrai que sur Letterboxd, Le Dictateur, j'ai vraiment mis une bonne note pour le coup. Même une très bonne note pour le coup, parce qu'il était vraiment très drôle. Mais il faut que j'en regarde un peu plus. Oui, je voulais juste rajouter un dernier élément de contexte, parce que j'en profitais pendant que tu parlais de cela. C'est qu'en fait, il faut pas oublier aussi que la critique que j'ai faite du film de Chaplin, il y en a pas beaucoup, hein, c'est clair, mais vous savez, tu sais quand je parlais du fait que l'URSS elle est trop idéalisée dans le film. En fait, voilà, je cherchais justement ça, c'est que jusqu'en France, il y a eu le même phénomène, c'est que l'URSS elle a été énormément magnifiée. Par exemple, on pense en France à un grand auteur comme Jean-Paul Sartre, hein, qui était très à gauche et très en faveur de l'URSS. Eh bien, il faut savoir que ce n'est qu'en 1973 qu'en France, le fameux livre qui a justement montré aussi la face sombre du communisme, c'est le livre du grand auteur russe qui s'appelle Solzhenitsyn. Je vais y arriver, Solzhenitsyn, qui n'a été publié en France qu'en 1973, avec le fameux classique qui s'appelle L'archipel du Goulag, où il dénonçait du coup le Goulag en fait en URSS, en Russie soviétique. Et donc pourquoi je parle de ça ? Parce qu'en fait, en France, ce n'est qu'en 73 que les intellectuels et certains pros ou des communistes se sont rendus compte des massacres de masse qu'il y a eu en URSS. Ah, c'est tardivement encore. Donc on ne peut pas reprocher à Chaplin, qui lui propose son film en 1940, d'avoir été trop pas assez critique sur l'URSS, puisque là on est plus de 30 ans avant. Donc on ne peut pas faire le reproche. 33 ans en plus, exactement. Voilà, du coup. Donc c'est pas, et même plus si on compte la réalisation du film. Ouais. D'accord. Donc voilà, ce serait complètement anachronique. Et désolé, mais c'est pour ça que je défendrai toute ma vie Charlie Chaplin. On peut pas faire ce reproche. On ne te le touchera pas, t'inquiète pas. Ni le reproche sur la question des camps de concentration à l'égard des Juifs, parce qu'encore une fois, ils ne pouvaient pas non plus savoir à son époque la réalité des camps de concentration, puisque même nous en France, on les a découverts après la Seconde Guerre mondiale. En fait. Exactement. Bah écoute, j'étais ravi de. Moi aussi. De traiter très bon film en tout cas. Merci d'avoir réalisé ce podcast cette fois-ci à 2, mais on se retrouve pour le prochain épisode au minimum à 3. Avec l'équipe complète. Avec l'équipe au complet. Peut-être avec un ou une guest, on verra. Et on vous remercie. On espère que ça vous aura plu. Merci pour votre écoute. Voilà, on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode de cette série numéro 1, cette saison consacrée au classique. Et on vous dit à ciao. Ciao, ciao. Retour dans le cinéma. Oh, c'est bon, les trucs. oh. Vas-y, passe. Oh, j'en passe. Oh, le pote, il est Le couvert en même Là, ça fait secte, on se suicide à la première saison. Oh, venez, on fait ça. Pas de gros mots dans ce. Va te foutre. Va te faire. Ah, est-ce que vous l'avez là? Va te faire le faute. On peut demander à Oh, il est fort. Mais oui. Quoi le mot de la fin du making of? Allez tous vous faire, non, je veux dire. Allez, Yahoo!